Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du Jooms Podcast, une conversation entre 5 femmes de la même famille qui parlent de sujets qui les touchent, qui les préoccupent. Aujourd'hui, on va parler de la peur, mais avant ça, on va faire un petit tour de table pour savoir si tout le monde va bien. Maëlie, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, Valérie. Merci Maëlie. Sandra, comment ça va? I feel good. You feel good? Yeah. Amazing! Liliane? Yeah. Moi, ça va très bien aussi, merci Valérie. Ok, Clem? Moi, ça gage. Tout le monde est au max. Aujourd'hui, donc, on va parler de la peur. Yes! Est-ce que vous êtes prêtes à parler de la peur, les filles? Non. J'ai un petit peu peur, T'as un moi. petit peu peur? J'ai peur de la C'était la petite blagounette. On a choisi ce sujet parce que la peur est au cœur de nos vies, très souvent, et qu'en gros, soit c'est une alliée, soit c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Ça fait partie des 6 émotions de base que les psychologues ont réussi à identifier chez les humains. Et dans ces 6 émotions, on a la joie, le dégoût, la peur, la tristesse, la surprise et la colère. Et en fait, ce sont des émotions qui sont presque automatiques et qu'on arrive à reconnaître sur le visage, quelle que soit la langue qu'on parle. Suite à ça, maintenant, de quoi est-ce que vous avez peur en ce moment? Moi, je vis depuis longtemps seule. Et vivre avec quelqu'un, waouh, ça c'est chaud. T'as tes habitudes, t'as ton rythme, tu fais ce que tu veux, tu manges quand tu veux. Bon, j'ai mes enfants, mais voilà, je me pose pas trop de questions. J'ai un grand respect pour la famille et pour les gens qui vivent en couple depuis hyper longtemps. Je me pose même des questions de me dire, mais comment ils font? Et en même temps, je pense que c'est quand même la meilleure... c'est pas une fin en soi d'être seule, c'est pas une fin en soi de tout gérer toute seule. Je pense pas que ce soit quelque chose que je veux fondamentalement au final. Je crois que c'est une situation que j'ai vécue par défaut. Mais dans ce défaut, il y a quand même plein de bonnes choses, qui est de dire qu'on ne rend de compte à personne. Voilà, et ça c'est vachement bien. Donc du coup, ouais, ma peur principale en ce moment, c'est ça. C'est l'histoire du couple et tout ça, là, c'est un peu... D'accord, donc c'est plus par rapport à des potentialités dans ton futur, de dire ok, j'ai l'option de soit continuer sur cette voie-là, en mode solo et je me débrouille avec mes enfants, ça se passe bien, soit j'inclus une autre personne, mais dans ce cas-là, que va être la vie dans cette situation-là, quoi? J'ai juste une vraie réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment. Une vraie réflexion sur, du coup, des choses que j'ai faites éventuellement pour faire plaisir à tout le monde, qui n'étaient pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et une vraie réflexion aussi sur la personne que je suis aujourd'hui, quelles sont ses nouvelles aspirations, quelles sont ses nouvelles envies. Et la version de Sandra il y a 5 ans ou il y a 10 ans, elle n'est plus forcément là. Mais est-ce que c'est une peur qui est... parce qu'il y a des peurs qui sont vraiment paralysantes, où tu t'en fais des crises d'anxiété, tu fais des cauchemars, tu somatises. Est-ce que c'est ce niveau-là de peur? Les cauchemars, oui, j'en fais. Alors après, le truc des rêves, c'est que tu n'as pas une explication parfois ultra logique de ton rêve. C'est-à-dire que tu vas le raconter, mais ensuite l'interprétation, les signes, les symboles, ton inconscient, c'est encore un autre... il y a une lecture qui est quand même très particulière en fonction de son vécu, de son histoire. Je note mes rêves maintenant et je vois bien qu'il y a des choses... Par exemple, cette nuit, j'ai rêvé que mon ex-mari me posait une araignée sur moi, mais une grosse araignée, et je lui disais non mais arrête de la poser, et continuer à me prendre l'araignée qui tenait en main, hein, il n'y avait pas de problème lui, et puis il a posé sur moi, et donc il me disait et j'avais hyper peur. Et donc du coup, je crois que ce que je peux exprimer par rapport à la vie de couple, à la vie de famille, dans le monde éveillé, vient se manifester de manière différente dans le monde des rêves et donc de l'inconscient. Donc je crois que l'histoire de mon ex-mari, ça fait un lien en fait avec le couple et avec plein de choses qui sont en train de se passer dans ma vie actuellement. Est-ce que vous avez une peur qui peut être similaire à celle de Sandra, parce que généralement les peurs, c'est soit des choses qui viennent nous hanter du passé, soit des choses du futur qui ne sont pas encore arrivées, mais qui pourraient arriver, mais qui peut-être arriveront jamais. Est-ce que vous avez des peurs comme ça de projection, de questionnement par rapport à votre avenir, les filles? Moi, c'est plus l'inverse de Sandra, en fait. C'est le fait, justement, d'être seule. Donc, de se dire qu'à un moment donné, dans ta vie, éventuellement, tu peux prendre des décisions qui vont te faire que tu te retrouves éventuellement en couple et que tu te retrouves seule. Et donc, comment tu gères cet aspect-là de ta vie. Et je pense que j'ai un peu peur de ça, parfois. Et
ça te fait prendre des décisions ou pas sur certaines choses dans ta vie, en fait. Parce que tu as aussi peur de ne pas avoir d'amour. Alors, je parle pas d'amour... Charnel. Oui, amour charnel, mais parce que l'amour, en réalité, il y a différentes formes Le d'amour. sexe, quoi. Maëlie, depuis le truc sur le sexe, elle en peut plus. Non, mais elle a raison. En réalité, il y a aussi de ça. Effectivement, bon. Si vous avez écouté le podcast sur le sexe, vous savez qu'il y a plein d'objets qui peuvent vous aider pour ça. Mais en l'occurrence, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez le partager, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. La solitude, c'est quelque chose qui peut potentiellement me faire peur. C'est l'inverse de Sandra, mais ça reste quand même dans la même... C'est une peur qui est liée à l'autre, finalement. C'est ça. De la relation, qui est liée à la relation. Clémence, toi? La peur de dire non. Genre, j'ai toujours eu l'habitude de dire oui à tout, que ce soit relation ou au travail ou à l'école. Enfin, je dis jamais non en fait aux gens. Donc, la plupart du temps, je dis oui et en fait, I can't handle it. Enfin, c'est trop au final parce que je dis oui, ça s'accumule. Et après, moi, je suis pas bien. Donc, c'est dur de dire non aux gens parce que je veux toujours aider les autres. Même si je devrais aussi beaucoup m'aider moi, mais je veux toujours aider les autres, donc je travaille dessus tous les jours. Et c'est pas forcément le dire d'une façon agressive, c'est juste dire à la personne que t'es pas apte de faire ce qu'elle te demande, ou que tu peux pas, ou que tu veux pas, même en vérité. Mais ouais, c'est dur. C'est vraiment un mécanisme qui est ancré en moi et je me bats tous les jours. Clémence, tu peux me filer 50 balles, s'il te plaît? Non. Et le non, parce qu'il y a deux choses. Il y a dire non et dire pourquoi, et le dire non. Et c'est ça qui est dur aussi, en tant que femme, parfois, c'est de dire non sans donner de justification. Non, je peux pas parce qu'en fait, tu comprends. En fait, genre, je veux dire non. Est-ce que tu peux? Non. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est que vraiment, en fait, si vous voulez que les gens y comprennent, il faut leur dire pourquoi. C'est un mécanisme du cerveau, tu dois leur expliquer pourquoi. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de chaque fois se justifier. Une copine t'invite à un événement, tu n'as pas envie d'y aller, tu dis non. Tu m'invites, je ne suis pas disponible, je ne suis pas obligée de te donner des explications sur ma vie, sur ce que j'ai envie de faire. C'est hyper... Enfin, moi, c'est la démarche vers laquelle je tends. Et j'ai peur, ma peur aujourd'hui, comme on parle de peur, c'est que les gens ne puissent pas me comprendre parce que je suis un peu comme... bon, Clémence, peut-être, je suis un peu le miroir, ou elle est mon miroir. C'est toujours dire oui aux gens et le jour où tu commences à dire non, on ne comprend pas. On dit, mais Pourquoi Elle a toujours dit oui. Ma peur, c'est que les gens ne puissent pas me comprendre. Et à la limite, je m'en fous. Que tu puisses te libérer de la pression de devoir te justifier en permanence si t'as pas envie de faire les choses. Maintenant, pour aller dans le sens de Sandra, c'est vrai que si tu veux fluidifier tes relations, tu sors pas le gros doigt en disant fuck, tu vois. Tu dis juste non, mais par contre, tu mythos pas. Enfin, juste pas avoir à donner de justifications qui sont autres que j'ai pas envie, ou je suis pas dispo, ou tu vois, t'es pas obligé de raconter toute ta life en fait. Et je pense que les gens peuvent le comprendre, et même quand tu fais ça, eux après ça les libère eux-mêmes de la peur de devoir faire des choses qu'ils n'ont pas spécialement envie de faire, et de dire la vérité. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un... comment dire ? Ouais, exactement. Ça mène les gens à se positionner de manière bienveillante. En fait, être honnête. Et du coup, toi, Elise, au niveau de les peurs du moment, c'est quoi ? De ne pas être la chef que j'ai envie d'être. Chef qui voyage, qu'on appelle un peu partout, pour promouvoir la cuisine afro, pour organiser des événements haut de gamme. Voilà. Parce que je pense que j'ai un bagage que je ne développe pas assez en fait. Pourquoi ? Voilà, justement, il y a des antécédents qui font que je n'arrive pas à sortir. Il y a des choses qui commencent à sortir, mais pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Voilà, je travaille là-dessus en fait, pour pouvoir transcender ces peurs de... C'est les peurs de quoi en fait ? C'est une voix que tu entends dans ta tête ou pas ? Et tu t'es identifié ? Non, j'ai identifié et j'essaie de mettre cette voix de côté et voilà, de très 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 loin, parce que je sais que j'ai un truc, vraiment. En fait, t'as la peur de pas réussir. Attends, parce que la peur de pas réussir ou la peur d'échouer, c'est la même chose ou pas ? Ça dépend dans quel sens tu te places, mais au final, oui. Ça se croise, mais pour moi, c'est deux trucs différents quand même. T'as la peur d'échouer ou la peur de ne pas réussir, pour vous, c'est pas la même chose. Échouer, pas réussir, c'est quoi la différence pour toi ? La peur d'échouer, c'est que tout ce que tu veux faire, t'as peur que ça faille à chaque fois. Et la peur de pas réussir, c'est que tu penses même pas pouvoir passer à l'étape suivante. She's
smart. She's smart. Quote me. Twitter. Ok, donc toi, c'est plus la peur d'échouer? Oui. Du coup, c'est quoi ton remède pour... Ben, continuer à travailler, continuer à croire en moi. Et je sais qu'au fond de moi, j'ai un potentiel qui est là depuis et que par rapport à toutes les expériences que j'ai acquises, par rapport à tous les événements qui se passent, je sens qu'il faut que je aille au-delà de mes peurs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les voix qui sont dans ta tête, même si c'est les voix de quelqu'un d'autre, c'est des voix qui sont dans ta tête. Ce sont tes voix que tu as intériorisées. Et si tu as intériorisé et créé ces voix-là, ça veut dire que tu peux en créer d'autres qui vont venir défendre quand cette voix-là apparaît et te dit t'y arriveras pas, t'es nul, etc. Tu peux nourrir, planter la graine d'une voix qui va venir en mode first of all, what? Et ensuite, si, je vais y arriver. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la balance se fasse et que ça soit cette voix-là qui soit à 80% de ton temps là et que les 20%, c'est vraiment quand t'es KO, que t'en as marre, etc. Tu vas inverser la vapeur, mais tu peux créer une voix qui vient contrecarrer à l'intérieur. Je crois que, moi, je sais que ce que je fais le matin, là, maintenant, c'est justement invoquer cette voix. La perception que tu vas avoir du monde, tu vas sortir là, effectivement, bon, à Paris, il fait tout le temps gris, donc j'essaie de me dire, quand je sors dehors, là, et je regarde, j'essaie de pas avoir une pensée négative liée au temps, et de juste me dire, ok, ah ben là, peut-être, je sais pas, à un moment donné, on va avoir un tout petit bout de ciel bleu et profiter de ce ciel bleu et dire waouh, la vie est géniale. Ou je sais pas, je marche dans la rue et je vois quelqu'un qui sourit et ça m'apporte la lumière. Oui, je pense que la méditation m'aide aujourd'hui à nettoyer un petit peu mon mindset. Et me dit qu'autour de moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir plein de choses et d'avoir cette force aussi de pouvoir gérer des choses, des problématiques qui, à mon sens, de prime abord, te semblent un peu difficiles, je ne veux pas y arriver, mais à force de persévérance, de travail, etc., tu arrives à transcender ça. Et je me vois un peu comme une femme qui peut inspirer les autres. La jeunesse qui est derrière moi, le fait de travailler avec des jeunes, ça m'empêche parfois d'avoir peur. Parce que je sais qu'il y a quelque part un soutien, des gens qui me poussent, qui me portent, parce que sinon, je pense que voilà, les choses vers lesquelles j'aspire aujourd'hui, je ne pourrais pas les faire si vous, mes enfants, déjà, vous n'étiez pas là, et puis toute l'équipe de Upgrade, etc. Et voilà, je ne pourrais pas le faire, en fait. La peur, c'est vraiment une des stratégies qui nous a permis quand même de survivre, parce qu'on essaie de s'en débarrasser, de dire oui, la peur, on la voit un peu comme quelque chose de négatif, mais en réalité, je pense que s'il n'y avait pas eu la peur, l'espèce humaine, elle ne serait pas là. Parce que quand tu vois un mammouth qui te charge, si t'as pas peur, gars, c'est que tu rentres pas dans la... tu rentres pas dans la grotte, quoi. C'est le fait qu'ils aient peur à un moment donné, qu'ils sentent une situation de danger, à part le lapin qui frise quand il voit la voiture et que du coup il est comme ça en mode je bouge pas, mais c'est ça qui nous permet de survivre. Et donc on a comme le lapin, on a deux manières de fonctionner par rapport à la peur. C'est fight or flight. Donc c'est soit tu te bats, soit tu fuis. Mais tu peux aussi être paralysé en vrai, Valérie. Ouais, bah oui. Il y a aussi le truc, genre t'es figé. Comme tu dis, ça peut être très bien animé. Genre t'as une voiture qui fonce sur toi, tu peux être là et te dire j'ai peur, mais en fait je peux pas bouger. Bonjour à tous, ce podcast est sponsorisé par Upgrade Agency, un organisme de formation qui vous propose des formations clés en main. Quelle que soit votre problématique, peur de prendre la parole en public, vous perfectionnez sur les techniques de vente ou encore améliorer votre anglais, Upgrade Agency vous propose une solution sur mesure. Vous êtes une entreprise ou un particulier, nous sommes à votre écoute pour nous adapter à tous vos besoins. N'hésitez plus et retrouvez toutes nos offres sur upgrade.paris. Mais est-ce qu'il y a des peurs du coup qui vous ont sauvé la vie ? Moi, je sais que quand j'ai mal au ventre, j'ai peur de quelque chose. Je ne sais pas si c'est arrivé, si c'est en train d'arriver, si c'est déjà arrivé, si c'est un souvenir ou quoi, mais voilà, j'ai peur. Maintenant, j'essaie de comprendre, est-ce que c'est une peur qui est fondée ou est-ce que c'est finalement pas mon corps, ou en tout cas qui me donne une espèce d'info sur un truc qui va être un peu challengeant, où je vais peut-être rencontrer des difficultés, mais au final, si je passe le challenge, c'est comme si c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo finalement. Je passe le challenge, il est un peu dur, donc j'apprends juste à savoir si le danger, mais ça c'est vraiment la perspective de la peur. Est-ce que je suis dans un danger lié à ma vie ou est-ce que c'est lié à un challenge ou en tout cas à un défi que je dois relever ? Comme en ce moment plutôt j'ai défini plus précisément la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai beaucoup de signaux attention truc. Donc j'en ai beaucoup plus que j'en avais avant. Mais parce que mon chemin est assez clair, mes envies sont plus précises
Et du coup... Et justement, t'as pas peur de définir des choses comme ça? T'as pas peur de verbaliser ce type de goals qui ont l'air impossibles? Alors, le truc, c'est que comme j'ai, au fur et à mesure du temps, compris par les lectures, les conférences et tout ce qu'on peut sur les gens qui réussissent, que en vrai, la seule façon de réussir, c'est de verbaliser, d'être précis dans l'objectif. Donc vraiment précis. Je veux avoir une voiture Mercedes. Ça paraît complètement con comme ça de dire ça, mais en vrai, ça enclenche en fait un champ des possibles dans ta façon de faire. Et après, une fois que tu as défini cet objectif global, tu te dis quels sont les différents chemins. Et c'est ça le plus dur en fait. Parce qu'il faut une santé mentale, il faut une santé physique. C'est pas juste avoir 1 million sur son compte, ça c'est le bout du chemin. Mais le vrai chemin en fait, c'est de se dire, ok, est-ce que je me sens bien? Est-ce que tu vas peut-être aller voir un psy pendant 1 an? Tu vas peut-être faire du sport? Et ces éléments bout à bout vont faire que tu vas arriver à gagner 1 million d'euros. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est de ne plus verbaliser ça. Parce que je l'ai compris. Et à partir du moment où je ne verbalise plus, ou que je n'écris plus, là, je commence à flipper. Parce que je me dis, ça y est, t'y crois plus et tout, ça va pas, nan. Mais bon, c'est un mindset, hein. Je peux comprendre que tout le monde n'a pas vraiment envie de faire ça. Ouais, pour appuyer ce que tu viens de dire, Sandra, je pense que avant, je ne comprenais pas que verbaliser les choses, ça t'ouvre des champs du possible est incroyable. À partir du moment où tu le verbalises, je pense qu'il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive, franchement. Ça commence à tomber parce que tu es précise dans ce que tu as défini. Ce qui me fait peur, c'est ma famille. On te fait peur, non? Mes enfants. Non, c'est pas fini. Mes enfants, mes petits-enfants. Je parlais un peu de choses dont on ne parle pas souvent, c'est la mort. Perdre un enfant, perdre un petit-enfant. Et alors que je suis encore là, vraiment là, je crois que c'est l'une de mes peurs les plus, comment dire. Et tous les jours, je lance un message là pour dire, s'il vous plaît, que je parte avant de voir. Ah ouais, carrément. Oui, c'est vrai. Moi, je te rejoins un peu sur ça. Ça m'a fait ça avec, j'ai pas d'enfants, mais avec mes neveux et nièces, quoi. Parfois, j'ai des coups de stress, de flip, de malade. Un des trucs qui peut me déclencher une grosse peur, une grosse anxiété, tu vois. Et je sais que je peux rentrer dans le truc et puis me faire des films et donc du coup ils partent en sortie truc, enfin et si jamais t'imagines s'il y a quelqu'un qui vient à l'école et tout, genre je dis mais putain t'as pas encore de gamin meuf. comment tu vas faire? Donc je comprends l'idée de, mais c'est pour ça que la peur de la mort, elle est aussi là parce qu'on n'a plus fait en sorte que la mort soit au quotidien dans nos vies, je pense. Vraiment, demain l'une d'entre nous part, j'ose espérer qu'on aura créé des fondements suffisamment solides et une spiritualité suffisamment forte pour que, malgré la douleur, on continue dans la joie et dans la reconnaissance à vivre. Pour nous, pour d'autres personnes. Mais pour ça, ça demande de se reposer des questions de notre spiritualité, de nos origines, parce qu'on a quand même un culte des morts et des ancêtres chez nous au pays qui est très fort. Et que des gens sont venus nous dire que c'était pas bien. Mais finalement, est-ce que c'était pas là la force de pas avoir peur de la mort, comme on disait la dernière fois, Sandra? Si t'as pas peur de la mort, qui te fait peur? Personne. Non, moi je pense que clairement, justement, quand tu faisais l'initiation, c'est un travail justement sur ça, hein, dans nos cultures, enfin dans nos ancêtres. Je sais même pas quels sont les derniers membres de nos familles qui ont une vraie initiation. Avec dans la forêt, etc., où tu pars et effectivement là t'affrontes tes peurs, tu vois ton côté sombre. Je sais pas en fait, hein, la mère, je te pose la question. Non, mais je sais pas. Toi à ton niveau, est-ce que tu te souviens même de la dernière personne qui a fait une vraie initiation comme on faisait et qui est justement où là tu apprends la vie et la mort? Parce que pour moi il y a différentes morts. Il y a la mort physique où tu meurs et puis on t'enterre et ton corps est mort. Après, qu'en est-il de ton esprit? Ça, c'est une question. Et puis après, il y a le cycle de la vie. Dans la vie, donc le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Dans tout ça, il y a quand même l'hiver. Et pour moi, c'est une forme de mort. Même entre chaque saison, tu peux avoir des morts. Et à l'intérieur de trucs, tu peux avoir des morts. C'est une fractale tout le temps. Exactement, c'est à l'infini. Donc, Non, en hiver, il y a à la fois la mort et la vie, puisque
même si les arbres tombent, ça nourrit un certain niveau, tu vois. Il y a tout un cycle de vie. Il faut trop qu'on aille en forêt, les oui, gars. Oui, cycle de vie qui fait qu'en hiver, tu as l'impression que c'est mort, alors que c'est pas normal. Il se passe tellement de choses. C'est vrai que quand on se mappe avec la nature, ça nous permet aussi d'accepter les cycles qu'on vit en nous. Enfin, quand on se cale un peu plus avec la nature, ça nous équilibre. C'est pour ça que c'est hyper inquiétant, et moi c'est une de mes peurs, l'environnement, que ça parte en live comme ça. Parce que quand on n'a plus de saison telle qu'on le connaît en tout cas en Occident, ou même ailleurs, hein, en Afrique on a des saisons, mais c'est pas les mêmes, et qu'on n'a plus ce rythme-là qui est un rappel pour nous de notre mortalité et de notre union et de notre harmonie avec la nature, c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en fait on sait plus... où est l'avant, où est l'après, où est le haut et le bas, et on n'a plus trop de repères, quoi. Ça, c'est inquiétant pour moi. En parlant de la peur de la mort, je pense que il y a un dicton, je sais pas, qui dit quand tu nais, tu es assez vieux pour mourir. C'est-à-dire que l'être humain qui met un peu des erreurs en se disant ouais, la mort n'existe pas. La mort, c'est pour les autres. Sauf que tu peux sortir, tu peux t'asseoir comme ça et c'est fini. C'est pouvoir appréhender cette mort et se dire voilà, il faut faire en sorte que les personnes qui vous entourent ou les personnes qu'on côtoie, qu'on leur apporte de l'amour, qu'on les écoute tant qu'on peut et qu'on ne soit pas dans le négativisme, tu vois, parce que du jour au lendemain, tu peux passer de lumière à trépas et voilà, ce sera la fin de ta vie. Je pense qu'on ne parle pas assez de la mort, c'est pour ça qu'elle est si douloureuse quand tu perds un être cher et tu es complètement déboussolé alors que tu sais très bien que voilà, on est arrivé un jour, on repartira un jour, on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas quelle seconde, mais un jour on partira. Voilà, ma peur, c'est d'être là et de voir un de mes enfants ou un de mes petits-enfants, une amie chère partie, même si je sais que voilà, c'est l'ultime fin de chaque être humain, c'est douloureux, quoi. C'est pour ça que notre philosophie, pour éviter d'avoir trop peur de ça, en tout cas, moi j'en parle avec les enfants de ma mort, hein, je leur dis, puisque je suis la personne qui voit le plus. Je leur dis, bah voilà, si jamais maman meurt, voilà. Donc au début c'était un peu difficile pour eux, puis maintenant, ben, j'ai pas dit qu'ils vont genre pas mal le vivre, hein, mais c'est pas quelque chose qui vont, enfin c'est pas un sujet tabou, ni le sexe, ni l'argent. Enfin je suis assez transparente avec eux là-dessus. Je pense que la mort, elle est aussi tabou que ces autres sujets-là, clairement. Moi, j'ai pas peur de... Enfin, si comme tout parent, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma fille, c'est sûr. Je pense que c'est la pire épreuve qu'un parent peut vivre. Donc après, j'étais un peu comme toi, scénario catastrophe, il lui arrive un truc, ou il arrive... Même avec mes neveux et nièces, en vrai, un enfant de quelqu'un que tu connais qui meurt, c'est chaud. Et en tant que parent, tu te mets à la place tu te mets à la place du parent qui vit cette atrocité et tu te dis mais est-ce que moi je survivrai à ça? Je sais pas. Tout ça pour dire que voilà, je pense que c'est effectivement une épreuve que personnellement je n'ai pas envie de vivre et que c'est quelque chose qui me fait aussi peur. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, la mère. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas vraiment de rapport avec la mort, enfin c'était là. Alors même qu'on habitait... Ah oui, on habitait en face du cimetière, les gens m'en parlaient tout le temps et moi c'était genre ok pour moi, vraiment, genre ça faisait partie de... En même temps, on n'allait pas déplacer la baraque, hein, donc... non, mais ce que je veux dire, c'est que tu pouvais quand même... Tu peux flipper. Avoir peur et tout, et alors que... Mais le choix de la baraque, à la limite, ne vous a pas... Enfin, le choix du lieu de la baraque par rapport au cimetière, la proximité du cimetière, ne vous a pas empêché de choisir ce terrain, puisque c'était... pour dire que la proximité du cimetière, la mort et tout ça là, ça n'a pas eu d'incidence sur... Bien sûr, je dis juste que les gens, quand ils venaient par la première fois, c'est ah mais à côté d'un cimetière, non mais nous, on s'est fait... Bah ouais. Moi, la mère, on s'est fait un peu berner, parce que en vrai... Non mais... on était sur un terrain... Non mais c'est hyper intéressant l'histoire de Margency quand même. C'est qu'on est sur un terrain qui est à côté d'un cimetière. Et en même temps, quand on arrive sur ce terrain pour le visiter, c'est rempli de fruits. La vie, donc on arrive, il y a des fruits partout. Nous qui allions, on était à la Défense dans cette tour avec du béton partout. On arrivait à Margency, il y avait des fruits partout, donc on mangeait tout le temps des fruits. Donc sincèrement, petite, j'ai oublié qu'il y avait le cimetière. Mais quand ils ont mis le béton et qu'ils ont fait enlever tous les fruits et ils ont mis la maison, là j'ai commencé à voir le cimetière.
Et là, j'ai eu les boules. Je vous assure que j'ai vécu des trucs absolument horribles avec la mort quand j'étais petite. Hein. Moi, tu vois, après, j'ai pris ta chambre, j'ai pas eu de problème. Mais c'est parce que toi, t'es quand même vachement plus câblé, quoi. Ah non, mais c'était horrible. Hein. Enfin, je me souviens que tu m'emmenais à l'hôpital pour des crises de spasophilie à cause de ça, hein, mais plein de fois. Ah ouais, d'accord. Et genre plein de fois. Je me disais, c'est pas possible, je peux pas. En fait, je me voyais. Déjà, il y avait les enterrements, donc quand quelqu'un était enterré, ben moi, je voyais toute ma chambre. Moi, j'aimais bien regarder. Voilà, mais je crois qu'il y avait cette connexion bizarre avec la mort et ce truc-là de... Alors, je vous en parle en même temps, là, j'ai une vraie réflexion dessus, mais c'est-à-dire que je me connecte aux morts, enfin, c'est très bizarre. Et donc, au moment où on enterrait quelqu'un, moi, c'est sûr que le soir, en fait, je me voyais enterrée, morte, vivante dans la terre. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai plus peur, mais quand j'étais petite, c'était absolument horrible, quoi. Là, on parle de mort vraiment liée à la perte de quelqu'un, mais il y a des gens qui ont vraiment peur de mourir, mais en mode pas de raison particulière. Et du coup, ils sont bloqués sur tout parce qu'on sait jamais, quoi. S'il se passe un truc, finalement, ils finissent par plus vivre. Donc, ils sont morts déjà, sans s'en rendre compte. Il y a plein de gens, en fait, qui sont déjà morts, en vrai. Ils sont vraiment déjà morts alors qu'ils ont peur de la mort. Quand t'as dit ça, j'ai vu des zombies, Valérie. Non, mais vraiment, t'es vivant et t'as tellement peur de choses que tu vis plus, donc t'es déjà mort. Et ça, c'est chaud parce qu'en fait, ça peut t'arriver finalement. Je pense que tu as des moods en fonction de ta vie, des cycles de la vie, et qu'il y a des moments où tu peux te retrouver dans cette situation-là où tu es paralysé parce que tu as peur en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur comme ça? Vous savez pas trop pourquoi? Peur de vivre. Mais après, le truc, c'est que tu as aussi les peurs liées au transgénérationnel, quoi, qui sont pas du tout liées à toi. Oh my et goodness. ça, et le jour où j'ai compris qu'il y avait ce lien transgénérationnel, parce que en fait ça me paraissait complètement de quoi on parle. Il y a un livre en fait que j'ai récupéré dans la bibliothèque l'autre jour que je vous invite à lire, qui est superbe et qui explique en fait sur 3 générations. Je l'ai plus en tête. Sur 3 générations, c'est une BD, c'est sous forme de BD. D'accord. Et en fait, c'est 3 générations. Donc, on voit le garçon qui a une quinzaine d'années, ses parents et ses grands-parents. Et on voit en fait que quand sa grand-mère tombe enceinte, et son copain de l'époque lui dit « Mais non, mais attends, je peux pas, moi j'ai 18 ans, je peux pas garder l'enfant et tout, faut que tu te... Enfin, on peut pas quoi. » Et en plus, ouais, voilà. Et en plus, à l'époque, tu t'as pas d'enfant sans être mariée. Donc, c'était un grand... Donc, elle s'est sentie abandonnée. Donc, elle a cultivé l'abandon donc intra-urinaire. Ah, je vois le livre. Voilà. Donc elle a cultivé ça. Finalement, le mec, les parents lui ont dit non, mais tu peux pas faire ça, etc. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas en fait d'abandonner une nana que tu avais mise enceinte. Donc du coup, tu es un peu obligé de l'épouser. Donc il l'épouse. Et il y a beaucoup de couples en fait qui se sont mariés 2-3 générations avant nous, qui se sont mariés parce que en fait, elle était enceinte. C'était pas forcément la personne avec qui tu devais être, mais socialement en fait, ça ne se faisait pas. Donc du coup, elle transfère ce truc d'abandon sur son enfant parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie abandonnée par son mec. Elle accouche. L'enfant grandit avec ce truc d'abandon, sans savoir. Et en fait, il se retrouve un jour dans une situation qui n'a rien à voir. Et là, il vit une souffrance terrible, une peur, une angoisse incroyable. Mais pas liée à lui, mais liée à sa mère, qui, quand elle était enceinte, a flippé d'être abandonnée. Et lui, ou elle, retransmettra la même chose à ses enfants. S'il n'en a pas conscience et s'il décide pas d'arrêter la transmission transgénérationnelle. Exactement. Et ça, c'est terrible. Ouais. Et j'ai écouté une émission où on disait, par rapport aux enfants, c'était par rapport à ce que Liliane a dit pour Tessa, sa fille, nous les parents, on inculque beaucoup la peur à nos enfants. Tu n'aie pas peur. À force d'entendre, comment on dit ce mot de peur s'incluse dans son inconscient et tu crées cette forme de peur un peu diffuse. L'enfant ne sait pas pourquoi il a peur, mais il a peur parce que nous, les parents, tu vois, toutes ces choses qu'on dit de manière... on pense qu'on est dans la bienveillance alors qu'on est en train d'inculquer de manière inconsciente un malaise futur, peut-être proche ou un peu lointain à nos enfants. Ou ses propres angoisses. Oui, voilà, ses propres angoisses. Ça nous interpelle et nous demande de faire attention à ce que nous disons à nos enfants ou à modifier notre comportement pour pouvoir être dans la bienveillance par rapport aux gens.
Donc en gros, il y a une peur qui est vraiment liée à transmettre lors de l'éducation. Et après, là, ce dont parlait Sandra, c'est une transmission qui n'est même pas liée à ton éducation parce que ça peut sauter des générations, où c'est des choses qui sont tellement fines et inconscientes et imperceptibles que tu sais pas, que tu les attends, que tu te dis pas à un moment donné, mais c'est quand même chelou que j'ai des tendances paranoïaques. Et quand tu commences à lire l'histoire du Cameroun et tu commences à lire le fait qu'il y a eu la guerre et qu'il y a eu la décolonisation et qu'il y a eu les maquis et qu'on a coupé des têtes, et puis après tu parles avec ton père et puis il te dit ah bah non, moi c'est familier, j'ai vécu ça. Et là tu dis ah, mais c'est pas que ton père en fait, parce que c'est toute ta famille qui a vécu dans une tendance de peur, de paranoïa, parce que bah, y avait des dénonciations, donc forcément ça te rend parano, et donc on te passe ces émotions-là, alors même que tu vis en France, dans une banlieue bourgeoise, tu vas dans un lycée catho privé, enfin, je veux dire, ça va, tu vois, t'es safe. Et ça, c'est hyper difficile de se rendre compte de ça, parce que quand il n'y a pas de libération de la parole par rapport avec ta famille, tu peux pas le savoir. Donc, à moins que tu tombes sur des bouquins, que tu te renseignes un petit peu sur l'histoire de ton pays ou de ta région ou de ta culture, tu peux faire des rapprochements, mais c'est quand même assez compliqué. Et ensuite, bah, il faut juste en discuter avec les gens concernés qui ont vécu ça. Mais si eux n'ont pas libéré cette parole-là parce qu'ils ont peur de parler, quand tu disais tout à l'heure, Maïli, que la parole, enfin verbaliser, c'était le début de réaliser une action. Mais quand dans la Bible, bon, je suis pas du tout une go de la Bible, mais quand on dit au commencement fut le verbe, enfin tu vois, il y a quand même un truc qui est écrit, tu vois. Et donc quand tu verbalises pas, ben ça reste en toi. Et quand ça reste en toi, ben ça reste dans tes enfants parce que tu vas transmettre tes gènes, ton ADN à des enfants plus tard qui auront ces peurs-là ou ces tendances qui peuvent être des psychologiques aussi. Bonjour, c'est Maëlie. Vous venez d'écouter la première partie du podcast dédié aux peurs. Si vous voulez écouter la seconde partie, rendez-vous la semaine prochaine.